Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. La cristallisation d'une pratique. Archéologie d'un point de vue. Au cours des premières décennies du XXe siècle, dans le domaine des sciences qui prirent pour objet l'humain en situation collective, se mit en place un regard d'un genre nouveau fondé sur l'observation participante prolongée, dans un milieu sélectionné et étudié. Ce petit livre interroge les assises qui gouvernèrent cette orientation, les principes sur lesquels se construisit ce rapport particulier à l'engagement direct, désormais jugé indispensable pour l'élaboration d'un discours scientifique, condensé dans l'expression « faire du terrain ». Dans ce texte, davantage que présenter une évolution qui amènerait sur le chemin d'une clairvoyance, davantage que détailler une façon de faire pour étudier les comportements humains, davantage que de chercher à décrypter les étapes, vues comme autant de progrès qui amenèrent à des études in situ, j'aimerais réfléchir aux divers agencements qui permirent cette façon de faire et s'appellera, en France, ethnologie ou dans la tradition anglo-saxonne, anthropologie sociale. Pour cela, je souhaiterais porter l'éclairage sur des moments qui encouragèrent puis rendirent indispensable, au nom de la méthode et du nouvel objet, qui inaugure une science naissante, des études situées et participantes. Bientôt, le terrain sera vu comme une initiation, les ethnologues parleront de l'épreuve du terrain. La méthode et la pratique de cette connaissance nouvelle s'édifieront de front. La méthode d'observation directe, utilisée par des gens engagés sur le terrain, formera le cœur de cette science même. Cette règle, d'une participation sur un terrain, participation effectuée de première main par celui ou celle qui témoigne et analyse, implique des agencements mentaux et sociaux, des mises à l'écart de conceptions antérieures et des formes perceptives, autant d'éléments qui constituent notre objet de réflexion. Autour de quelles modalités ce souci de faire du terrain se cristallise-t-il ? Comment, en rapport avec la légitimité qu'il apporte, réfléchir à la sociogenèse de cette façon de faire et la situer dans le paysage mental des 2 siècles passés et sous quelle forme et habitude de pensée se prolonge-t-elle à travers le XXe siècle jusqu'à notre époque ? Le concept d'archéologie développé par Michel Foucault me servira d'outil. Je l'élargis, y englobant non seulement le rapport à l'archive, mais celui d'un rapport plus général à l'énoncé et à la pratique, en y incluant les formes d'engagement, les façons de faire, les discours dans un espace social considéré. J'utilise cette notion très librement, en soulignant au passage la valeur heuristique. L'exigence du travail de terrain. Clarifions le problème. J'aimerais tenter de comprendre l'exigence intériorisée par les anthropologues, ou plus largement par les chercheurs en sciences sociales, qui les contraint socialement à associer leurs réflexions avec un terrain mené de première main, qu'ils se nomment enquête, étude directe des comportements humains ou étude participante. Je souhaiterais cerner puis décrypter l'agencement d'une formation socio-historique particulière qui invite et incite à observer sur place et à partager du temps avec les personnes étudiées. Que le travail de terrain se dit en espagnol trabajo de campo, en italien ricerca sul terreno, en anglais fieldwork, en allemand Feldarbeit, en russe poleva arabota, la question se pose. Pourquoi cette référence constante au champ, au terrain, à la terre ferme, sans parler de la mention du travail qui suppose la professionnalisation de chercheurs ? Comment, historiquement, se construit cette exigence d'un rapport avec des observations en situation ? Pour reprendre le terme de Michel Foucault, autour de quel dispositif, tradition, règles, institutions, pouvoir, s'organise cette habitude, cette convention qui s'est instaurée et domine le champ anthropologique, de devoir faire du terrain. Notre propos consiste à mieux saisir comment à notre époque, se charpente un système de savoir, avec, je reprends Michel Foucault, son équilibre et sa cohérence propre. Système de savoir qui, dans la pratique anthropologique, met au premier plan l'étude in situ. Comment celle-ci prolonge, dialogue et se pose en continuité ou en analogie, ou encore en rupture ou en contradiction avec d'autres formes de discours, par exemple politique, artistique, médical, sociologique, psychologique. Si je résume d'une phrase la problématique qui m'intéresse, je souhaiterais contribuer à l'archéologie d'une perspective, celle d'un engagement sur le terrain, désormais jugé indispensable pour tout travail sérieux en sciences sociales, en soulignant que j'entreprends cet exercice inspiré par la pensée de Michel Foucault. Comment, dans la pensée anthropologique, en vient-on peu à peu à penser que le passage par une étude de terrain s'avère indispensable ?
Comment se met en place l'obligation d'obéir à cette règle en rapport avec la pratique d'un terrain, moment essentiel, qui servirait de référent et permettrait de tenir un discours anthropologique, sinon informé du moins sérieux sur la culture? Comment un effet de science vient-il s'associer à cette procédure d'une participation personnelle in situ, qui nous semble aujourd'hui marquée du sceau de l'évidente, mais qui s'avère le fruit d'une lente sociogenèse? Sans académisme. Il serait paradoxal d'académiser Foucault. Loin de moi de m'en tenir à la lettre et aux mots de son œuvre. Je lui emprunte un tour de pensée et un mode d'approche, non une méthode, ce qu'elle n'est guère à mes yeux. Je fais de l'archéologie un outil vivant, je le replonge dans la présente époque où il prend un aspect original. Alors que les sciences sociales marquent le pas, le retour sur l'inscription de leurs pratiques donne un nouvel élan. Il ne s'agit plus seulement de reproduire à l'identique des façons de faire, ni de collecter des données, mais de réfléchir en même temps que la connaissance s'élabore aux conditions socio-historiques qui l'amenèrent et de la sorte, souligner l'inscription sociale de notre pensée qui s'enracine dans une époque. Oh! Diront sans doute des lecteurs à venir, comment ne pouvait-il pas concevoir tel ou tel élément dont il empruntait la tournure? C'est que je suis un homme du présent, et rivé au temps et mortel, je ne puis que tenter de clarifier des éléments historiques qui m'amenèrent à penser comme je le fais. Sur le futur, je laisse aux autres qui s'y enracineront le soin de parler de mon époque. Je suis trop dans le tourbillon du jour pour le voir d'un œil lucide, avec la perspective d'un autre regard sous le coup d'une autre formule. La posture du témoin. Pour ne pas dérouter le lecteur ou la lectrice, je souhaite mentionner ce que n'est pas cette réflexion. Loin de moi de reprendre une chronique évolutive de la pensée anthropologique, basée sur une idée de progrès, qui irait de l'abstraction vague à l'empirisme du terrain, dans un mouvement se déplaçant de l'abstrait vers le concret, de l'obscurantisme vers la lumière de la raison pratique, de l'imaginé vers le réel. Loin de moi de présupposer un processus de rationalisation de la pensée, basé sur une logique de bon sens qui amènerait fatalement à une confrontation, à une découverte ou à une exigence du réel, et donc à l'éclosion d'une objectivation que permettraient les approches conduites en situation. Cet ouvrage n'a pas le projet positiviste de dresser une liste des règles de la méthode, ni d'isoler l'une d'entre elles, le rapport au terrain et l'engagement personnel qu'il implique. L'exercice de l'anthropologie ne consiste pas à poursuivre, sur une droite linéaire, une connaissance toujours plus rigoureuse et convaincante. Certes, nous pouvons avoir ce sentiment, et sans doute nombre d'arguments viendraient le justifier, mais plutôt qu'une description évolutive des attitudes, plutôt qu'une supposition d'un mouvement de la pensée qui irait de l'ethnocentrisme à un souci de décoder la logique d'autrui, plutôt qu'une analyse du progrès scientifique en anthropologie supposant une mise en œuvre progressive de la raison, passant d'une pensée générale à une pensée située, j'aimerais entreprendre une analyse de l'archéologie de ma propre pratique, moi qui effectue régulièrement des travaux sur le terrain, en France ou à l'étranger, à Moscou, à Los Angeles. Dans quelle atmosphère socio-historique apparaît le terrain? Quelles sont les conditions sociales existantes pour que persiste ce type de pratique et de discours? Qu'est-ce qui, dans le discours de la science et les dispositifs sociaux de manière plus générale, justifie les terrains effectués ou en cours? J'aimerais porter un regard, sous plusieurs angles et focales, sur les conditions sociales de possibilité et sur la création d'un lieu d'investigation dans le champ des sciences socio-anthropologiques. Quel type de pouvoir favorise cette posture du témoin? Quelle est la singularité de cette légitimation, de ce pouvoir donné, de cette capacité institutionnellement attribuée à l'acte d'observer, à partager le quotidien de gens et à s'autoriser à penser des éléments manifestes et latents des conduites? Voici les questions qui nous concernent. L'empirie comme référent. Nous sommes arrivés à ce point. Dans le champ de l'anthropologie, les affrontements de pouvoir passent généralement par le terrain, par son lieu, la façon de le faire, la méthode pour l'analyser, l'écriture pour en rendre compte. Or, à bien y réfléchir, c'est le terrain même comme source d'une discipline qui pose problème. Comment est-il devenu crédible? La réflexion doit s'attarder sur cette question du rapport à la réalité sociale. Celle-ci n'est pas seulement socialement construite, comme le soulignent Peter Berger et Thomas Luckmann. D'une certaine manière, tout phénomène humain est socialement construit, et nous pourrions mettre au défi quiconque de trouver un élément humain qui ne le soit pas.
Affirmer que la réalité, objet de perception, n'échappe pas à cette règle, ne relève pas d'une découverte. En revanche, une question se pose. Pourquoi le rapport à ce qui est constitué à une époque donnée comme étant la réalité, que j'exprime par l'expression « faire du terrain », en vient-il à marquer une attitude scientifique ? Plus largement, quelles sont les règles, le savoir implicite dans l'ordre de la connaissance, des idées, des opinions, des institutions, des pratiques économiques, éducatives, policières, pour que s'énonce la légitimité du terrain ? Il ne s'agit donc pas de rechercher ce que recouvre la réalité, dans l'expérience du terrain, mais de discerner ce qu'il y a d'implicitement associé à la réalité dans les formes que le terrain prend. Concernant la réflexion sur l'humain en société, il serait inexact d'estimer que nous passons d'une forme ou l'autre d'idéalisme à un réalisme, de l'abstraction au concret, des idées générales aux données informées, des balbutiements à la méthode. Il n'y a pas un progrès linéaire, allant du vague vers le précis, du sommaire au spécifique ou comme en photographie, du flou vers le net, autrement dit d'une préscience à la science, la vraie, celle qui apparaît au bout du chemin sur le fil du présent. Non pas qu'il n'y ait pas avancé, rationalité croissante, d'une certaine manière science, mot qui n'est pas usurpé et qui recouvre et autorise certaines méthodes. Mais il n'y a guère de glissement de l'erreur à la vérité, de l'imprécis au vrai, pas d'évolution d'ensemble d'une pensée scientifique, supposée progressive, clarté émergeant des sombres caves de l'histoire, montagne d'égarement de laquelle triompherait le sommet de la lucidité. Toute époque a ses vérités. Tout égarement paraît l'élaboration d'autrui, d'un autre temps, d'un autre lieu. Chaque époque se gave de certitude. Dans ce combat pour énoncer les règles de la vérité, l'erreur et la superstition appartiennent par définition à autrui et aux anciens, qui ne peuvent se faire entendre, dominés parce que sans droit de réponse. Le présent chapeaute socialement le passé, ne l'oublions pas. Dans notre imaginaire, le passe regorge d'égarements surmontés par une lucidité supposée du temps qui court. L'approche archéologique consistera à rechercher, non quelle est la manière la plus sûre de faire du terrain, non quel procédé conduit à recueillir davantage d'informations ou de données, non comment un mouvement linéaire amène un progrès empirique qui permettrait de saisir toujours au plus près des comportements humains, des principes d'organisation culturelle ou des modes de pensée, mais à se poser les questions. Quel a été le cheminement qui a conduit à devoir faire du terrain pour pouvoir se dire anthropologue ? Quelle est l'apostrophe ? Histoire de la contrainte du rapport au réel dans la formation d'une légitimité. Pourquoi le registre du vrai et de la science se sout-il désormais à l'expérience in situ ? Il fallait une notion pour embrasser l'ensemble des pratiques en rapport avec l'observation directe des comportements humains. En devenant une règle obligée, le terrain remplit cette fonction. Comment se fait-il que, peu à peu, le rapport à l'observation de terrain soit pensé comme étant le meilleur moyen de connaître les autres ? Comment comprendre cette transformation d'une attitude mentale, à savoir désormais que ceux qui deviennent chercheurs ne légitiment plus leurs propos, qui apparaîtront bientôt comme science, par le seul discours spéculatif sur l'homme, mais pensent comme nécessaire de devoir faire du terrain, s'y croyant obligés et se pensant sur le chemin du vrai et du nécessaire avec l'appui d'institutions de recherche ? Le terrain comme règle obligée. Si la crédibilité du discours anthropologique repose sur le travail empirique, résumé d'un mot, le terrain, il serait naïf de penser que les chercheurs se ruent désormais sur des terrains et qu'il existe une seule et même pratique. Relativement à la compréhension de l'humain, il n'a guère d'uniformisation des façons de faire et d'étudier. Nous devons garder en mémoire la variété des pratiques, voire leurs esquives ou leurs absences. Le terrain est un référent mental, et non un acte assumé et effectué, souvent il est différé ou imaginé, inventé ou simplement narré. S'il construit et justifie désormais un type de réflexion sur le collectif ou le social, cela ne signifie pas pour autant que tout chercheur en sciences sociales fasse du terrain, terme qui s'entend d'ailleurs de multiples façons. Ainsi, n'est-il pas contradictoire avec la thèse avancée de remarquer que nombre des grands maîtres de l'ethnologie française n'ont pas réalisé la moindre enquête sur le terrain ? Lucien Lévy-Bruhl, 1857 à 1939, ou Marcel Mauss, 1872 à 1950, père de l'anthropologie française, n'ont jamais effectué une étude in situ. Néanmoins, ils se réfèrent constamment à des travaux et notes de voyageurs et appuient leurs propres textes sur des collectes effectuées en situation. Monsieur Mauss, par exemple,
enseignait l'ethnographie sans n'avoir jamais réalisé la moindre goutte de terrain. Cela ne l'empêchait pas, dans son manuel d'ethnographie, il est vrai en édition posthume, composé à partir des notes d'un étudiant, de donner des conseils aux enquêteurs, tenant pour essentiel les informations obtenues de première main. Mentionnons, comme le note Claude Lévi-Strauss, que la génération formée par Émile Durkheim aurait fourni des chercheurs de terrain, mais elle a été décimée par la Première Guerre mondiale. D'autres sont morts en faisant du terrain. D'une façon générale, dans les sciences sociales, l'enquête effectuée sur place peut être de brève durée, limitée à un moment de vie de la personne, généralement dans sa jeunesse, entre l'âge de 20 et 30 ans, ou proclamée et non réalisée, absente, voire carrément mensongère. Cependant, elle reste centrale dans la pensée anthropologique et sert de mode de reconnaissance pour qualifier le sérieux d'une recherche scientifique. La référence au terrain devient condition sine qua non d'une pensée sur une organisation culturelle. Non pas qu'avant le terrain, l'anthropologie soit balbutiement et qu'elle devienne méthodique avec une pratique. Le renvoi à cette dernière comme pôle référent tend seulement à régulariser une façon de faire, à imposer une procédure, un passage obligé, fût-il vague, faisable de multiples manières, empruntant divers chemins, voire non effectués. De la sorte, Daniel Cefaï expliquera: par ethnographie, on entendra une démarche d'enquête qui s'appuie sur une observation prolongée, continue ou fractionnée, d'un milieu, de situation ou d'activité, adossée à des savoir-faire qui comprennent l'accès au X-terrain S, la prise de notes la plus dense et la plus précise possible et ou l'enregistrement audio ou vidéo de séquences d'activités in situ. Le terrain, par ses effets de vérité, normalisera un corps professionnel. L'effectuer constituera une nécessité pour appartenir au milieu des anthropologues, et s'y référer, une obligation. Jean Coppan se posera fort justement la question: le terrain est-il l'inconscient de l'ethnologie? Sur celui-ci et ses assises porte notre réflexion. L'idéal monographique. Comment le terrain en vient-il à servir de justificatif, alors qu'il pourrait être un simple élément d'illustration? C'est là, me semble-t-il, un grand tournant. Loin d'être une simple fioriture, le terrain devient source d'un savoir. Ce n'est plus un divertissement, ce n'est plus un ajout insolite, ce n'est plus la seule expérience aventureuse, la simple saveur du détail ajoutée par exotisme, pour pimenter des propos ou des assertions. Il offre la possibilité d'une mise en œuvre discursive en rapport avec des phénomènes qui prennent peu à peu le qualificatif de culturel. Il oblige à un rapport original du discours à une forme de réalité, celle observée, celle vécue, celle constatée, celle partagée. Les évocations du terrain, les descriptions et analyses hétérogènes qu'il engendre supposent une entente préalable sur ce qu'est le terrain. Notion floue et polymorphe. Au contenu varié. L'ordonnancement qui en découle suivra des répartitions géographiques, ayant pour but de classer divers terrains, en vue de les comparer. À l'agencement sommaire, formule du XVIIIe siècle, qui distingue le sauvage et le civilisé, succéderont les territoires coloniaux distingués des zones civilisées. Dans ce cas, la référence sera le pays, la nation, la région ou la ville. L'ethnologie exotique, dans des zones colonisées par les Occidentaux, gardera toujours, quoi qu'on dise ou fasse, un relent de colonialisme. Pour cette raison, j'ai choisi de travailler en France, en Russie, et en Californie, dans des zones où le passé colonialiste français ne posait pas ses formes et ses normes. La spatialisation aura des effets durables. Un ethnographe d'aujourd'hui dira ainsi qu'il travaille sur un terrain exotique, ou sur un pays, tel la Pologne, dans telle ou telle région, fût-elle immense comme la Sibérie, telle ou telle ville, étrangère ou française, ou sur telle ou telle ethnie. Il s'agit de mettre un ordre aux observations de ces réalités du terrain, car comme l'écrit Denis de Rougemont, l'option fondamentale de toute recherche humaine conditionne non seulement les découvertes futures mais encore la nature de ce qu'on tiendra plus tard pour la réalité elle-même. Des logiques institutionnelles s'imposent d'abord, en rapport avec les pays colonisés, les continents, les États, avant que ne s'énoncent des logiques gouvernées par les systèmes culturels eux-mêmes. Les sociétés peuvent être classées selon les modes économiques, les formes de propriété, la présence ou l'absence d'État, les systèmes de parenté, les types d'interdiction. Une assise géoterritoriale servira longtemps à asseoir une légitimité sur le terrain. Elle supposera une revalorisation de l'événement banal, de l'ordinaire, du commun, de l'habituel.
Rien à voir avec l'étude journalistique de l'extraordinaire. Les régularités intéresseront davantage que les phénomènes inhabituels. Dès lors, le combat qui a pour enjeu la parole vraie émergera d'un rapport aux gens simples, à l'ordinaire, au vécu de tous les jours, aux rites courants, mariage, funérailles, rites de passage. L'anodin ou le disqualifié, l'inaperçu ou l'habituel deviendront objet d'un discours légitimé par la science, celle d'un savoir qui classe, ordonne, tente de prévoir, discerne des logiques d'ensemble. Car le terrain permettrait de faire émerger des ordres latents. Des normes sociales, des règles de mariage, des listes d'interdits et de tabous, des principes moraux, des rituels, des rapports de force réels ou symboliques, des agencements, des modes de conduite, des valeurs collectives, des contraintes, des obligations, des habitudes de penser et d'agir. Cependant, in situ, pour l'ethnographe, le repérage de ces aspects de la vie sociale n'ira pas de soi. Il supposera déjà une forme de connaissance préalable, un peu comme le médecin pose un diagnostic parce qu'il reconnaît les signes cliniques d'une maladie qu'il a déjà observée et parce qu'elle est répertoriée. Viendront les soucis d'éducation et de transmission. Poindra la nécessité de formation, d'éducation du regard, d'enseignement de manière de faire, d'apprentissage des savoirs acquis, avec la création de groupes de discussion, de départements universitaires, de chaires confiées à des spécialistes. Avec son terrain, l'ethnologue se trouve alors dans la même situation que le médecin vis-à-vis de son malade. Il en sait plus sur les phénomènes que les intéressés eux-mêmes, cependant il le sait d'un autre lieu, avec des objectifs de compréhension. Il dévoile et perçoit des règles ou des signes qui renseignent et permettent d'interpréter là une culture, ailleurs, pour le médecin, une maladie. Le pouvoir de l'enquêteur, son caractère anodin ou passe-partout, se remarque pourtant par le comportement qu'il s'autorise, à savoir imposer sa présence, s'autoriser à interroger. De fait, il exerce comme questionneur, inquisiteur de la vie d'autrui, souvent défenseur de leur cause. Il se présente comme celui qui ne sait pas nécessairement, mais a le droit de savoir grâce, explique Marcel Mauss, à la méthode extensive consistant à voir le plus de gens possible dans une ère et dans un temps déterminé, ou grâce à l'ethnographie intensive, qui consiste dans l'observation approfondie d'une tribu, observation aussi complète, aussi poussée que possible, sans rien omettre. Ambition démesurée de tout savoir, qui peut se lire en revers. Curiosité de ne rien laisser échapper, souci de ne pas laisser filer l'anodin et de découvrir le secret. La curiosité scientifique repose sur un certain sans-gêne, un souci de savoir qui n'a en fin de compte d'autre objectif que la constitution de la science même, que le commerce de son organisation, de sa maintenance et de sa poursuite. À la limite, le sujet singulier devient le simple porteur d'une logique qu'il dévoile, mais ne saisit pas. Il ne s'agit plus de rechercher la civilisation, dans l'organisation sociale des sauvages, mais de considérer la culture étudiée dans sa logique propre, disposant de valeurs équivalentes à la nôtre bien que dissemblables, et d'en étudier sa structure, sa morphologie sociale, son type d'organisation, sa technologie, son esthétique, son rapport au corps, sa dynamique, sans oublier les phénomènes politiques, juridiques, religieux, économiques, moraux. Dans ces éclaircissements de l'analyse, le fonctionnement latent sert parfois de justificatif. Il suppose un décalage du regard qui permet d'étudier ceux qui agissent sans percevoir nécessairement les principes qui organisent leurs agissements. Cette police du latent suppose deux principes. D'une part, que le sujet soit en partie étranger à lui-même, ne se comprenant pas, et en second, fût-il récalcitrant aux principes dévoilés, il n'en sera pas moins soumis aux règles qu'il instaure, sa conception étant considérée comme une résistance et un aveu du caractère pertinent de la thèse énoncée à son égard. La question a priorique du terrain étant celle-ci: pourquoi chacun parle-t-il comme il parle étant donné la place sociale occupée? Le terrain enferme ainsi les observés dans un état de dépendance théorique. S'ils savent ce qu'ils vivent, ils ne le savent que partiellement de façon manifeste, mais non latente. S'ils agissent, il n'en reste pas moins qu'ils ne saisissent pas les motifs profonds de leurs agissements, l'analyste ne devant pas prendre pour argent comptant l'interprétation première récoltée sur le terrain. Le succès de l'interprétation dépendra du degré de familiarité avec le terrain, de cette capacité à être à la fois dehors et dedans, dans ce jeu entre deux de la traduction. Le positionnement vis-à-vis du terrain affirmera cette dialectique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.